En Afrique subsaharienne, une autre offensive terroriste gagne du terrain depuis fin 2012. La principale menace vient d'Al-Qaïda au Maghreb islamique et de Ansar Dine. Ce sont deux organisations djihadistes terroristes. Ces groupes, forts de plusieurs centaines d'hommes, opèrent aux confins de plusieurs pays du Sahel, contrôlent le nord du Mali et en janvier 2013 menacent directement la capitale Bamako. La France lance en janvier 2013 une vaste opération militaire au Mali et dans tout le Sahel pour réduire les menaces terroristes. C'est la première fois depuis la guerre d'Algérie qu'une force armée française aussi importante est déployée au sol. À l'été 2014, l'opération Serval prend fin. Elle est remplacée par l'opération Barkhane, qui étend sa lutte à tout le Sahel. AQMI et Ansar Dine sont victorieusement repoussés, mais pas éradiqués. Cet été 2014, devant les nouvelles alarmantes de l'avancée de l'État islamique en Syrie et en Irak, une vingtaine de pays créent une coalition internationale. L'objectif est de détruire Daesh. La France et les États-Unis lancent une campagne de bombardement aérien contre des positions du groupe terroriste en Irak et fournissent une assistance armée aux Kurdes d'Irak en première ligne dans la lutte contre l'État islamique. La réplique de Daesh arrive à l'automne 2015. C'est la France qui est touchée. Pourquoi ce pays? Pourquoi la plupart des terroristes étaient-ils belges ou français? Pourquoi tant de Français ont-ils rejoint l'État islamique? Et puis dans la salle de spectacle du Bataclan où une prise d'otage a terminé dans un bain de sang. Le bilan, il faut le dire, est terrible. Au moins 128 morts, 250 blessés, 99 toujours dans un état grave. Lorsque vous avez eu des attaques contre Daesh par des gens qui n'étaient, par des pays étrangers, qui n'étaient pas des pays belligérants sur place, mais donc pour aider les populations, pour une raison ou pour une autre, alors les Français, les Américains ou d'autres, à ce moment-là, Daesh a dit « ils nous attaquent pour réduire notre territoire national ou pour empêcher la création ou la solidification de notre territoire national, donc on va les porter la guerre chez eux. » Donc, si vous voulez, ils sont venus chez nous, mais il faut bien dire que c'est aussi parce que nous sommes allés les voir. Les attaques de Daesh sur notre territoire sont en partie la conséquence de l'engagement politique international de la France aux côtés des États-Unis. Il semble aussi que des facteurs intérieurs propres à la France jouent en faveur de la radicalisation. Vous avez la conjonction entre le ressentiment de Daesh contre la puissance occidentale alliée aux États-Unis avec ce vieux passif maghrébin français qui n'en finit pas de se guérir et qui mettra peut-être encore une génération ou deux avant que l'apaisement se trouve. Et c'est de notre faute, c'est nous qui l'avons voulu. Si vous voulez, il faut voir les choses en face. Si ces jeunes sont prêts à partir, c'est parce qu'ils n'ont aucune espérance chez nous. On leur a tué l'espoir. Quand à 20 ans, vous voyez qu'il y a 40% de chômage dans votre quartier, que vous ne trouvez pas d'emploi, que vous ayez fait des études ou pas, c'est pareil. Nous avons laissé se dégrader cette situation depuis des dizaines et des dizaines d'années, c'est pas d'aujourd'hui. Et puis un beau jour, on s'aperçoit que de la drogue, on passe à la petite délinquance, de la délinquance, on passe au casseur, et du casseur, on peut très bien passer au djihad, parce que finalement, le djihad, ça se pratique avec des types qui ont une présence physique. C'est pas avec des fonctionnaires que ça se pratique, ça se pratique avec des types qui ont un corps et qui veulent bien le risquer. Ces deux facteurs intérieurs et extérieurs conjugués expliquent pourquoi la France est devenue une cible de ce groupe terroriste. La situation ne semble pas prête de s'améliorer. La guerre contre l'État islamique est ouvertement déclarée. Depuis le 14 novembre 2015, la France a déclenché l'état d'urgence sur le territoire national. Le degré de sécurité n'a jamais été aussi élevé depuis 50 ans. Tous les services de sécurité intérieurs et extérieurs sont mobilisés dans la lutte anti-Daesh. Le dispositif militaire a aussi été intensifié. Avec les États-Unis, les chasseurs et drones français larguent désormais leurs bombes sur des cibles de l'État islamique en Syrie comme en Irak. Les États-Unis ont aussi renforcé leur dispositif militaire au sol et prêtent main forte à l'armée irakienne. Depuis quelques mois,
Daesh recule sur tous ses fronts, y compris en Libye. À l'été 2016, la grande ville sunnite d'Irak, Falloujah, a même été reprise. Il y a une petite probabilité pour qu'il s'effondre totalement, comme cela a été le cas pour les talibans. Il y a de bonnes chances qu'il soit refoulé avec l'arrivée de plus de conseillers militaires américains et la montée en puissance du dispositif aérien. Mais il y a de grandes chances qu'il reste très actif. En réponse, Daesh lance de plus en plus d'attaques suicides à travers le monde. En Europe, en Belgique à Bruxelles le 22 mars 2016, Nice en juillet 2016, puis en Allemagne le même mois, ou encore en Asie, au Bangladesh. La stratégie du chaos de l'État islamique vise aussi plus que jamais la communauté chiite d'Irak, comme l'a montré le terrible attentat de juillet 2016. L'État islamique s'en prend également directement à l'Arabie saoudite, berceau du sunnisme radical, ou encore en Turquie. Dans un Irak très affaibli politiquement, la bataille de Mossoul est lancée. Historiquement, Daesh ne s'est jamais battu très longtemps pour tenter de conserver des territoires urbains. L'habitude est plutôt le retrait lorsqu'ils sont attaqués avec de gros moyens. Ce sera peut-être le cas pour Mossoul, mais je pense qu'il y a de fortes probabilités pour que Daesh oppose une résistance farouche. Cette ville a une énorme valeur symbolique pour l'État islamique. Raqqa en Syrie est leur capitale politique, alors que Mossoul est économiquement plus importante. Et c'est là aussi que Abu Bakr al-Baghdadi a créé le califat. Toute l'attention du monde est focalisée sur la lutte contre le groupe terroriste Daesh et son immense réseau international qui s'étend de l'Afrique à l'Asie. Mais aussi bien les talibans en Afghanistan que le groupe terroriste Al-Qaïda sont toujours bien présents et implantés. Même s'ils sont contenus, ils ont repris des forces. L'intervention russe a bien montré qu'en fin de compte, ce n'est pas les seuls. Que Jabhat al-Nusra, Ahrar al-Sham sont aussi islamistes que le Daesh, même s'ils ne sont pas aussi flamboyants, et qu'ils travaillent en profondeur, qu'eux, ils parlent l'arabe syrien, donc ça va durer encore. Notre situation actuelle est bien pire et plus dangereuse que dans les années qui ont suivi les attentats de 2001. Nous n'avons plus un, mais deux réseaux terroristes mondiaux. L'intervention américaine en Irak et la politique sectaire mise en œuvre a durablement bouleversé les cartes au Moyen-Orient. Le conflit syrien et ses atrocités n'ont fait que jeter de l'huile sur le feu dans une région où la haine religieuse entre chiites et sunnites ne semble pas prête de s'éteindre. La rivalité actuelle entre chiites et sunnites dans tout le Moyen-Orient, amplifiée par les hostilités entre l'Arabie saoudite et l'Iran, attire d'autres pays dans ce conflit, comme la Turquie, l'Égypte et les Émirats arabes unis. Même si la réalité est difficile à accepter, il semble que l'on soit plus proche du début que de la fin. Les forces déployées il y a 15 ans, depuis 2001, sont encore à l'œuvre et ne sont pas prêtes de s'arrêter. Les antagonismes religieux entre les différentes sectes de l'islam sont profonds. Ils sont dangereux globalement, mais surtout, ils détruisent tous les fondements des États arabes du Moyen-Orient. Déstabilisation au Moyen-Orient, mais aussi de sérieux problèmes en Europe et notamment en France, où la radicalisation et les risques d'attentats semblent plus élevés que jamais. Nous allons venir en Europe et ces opérations-là, ils seront de plus en plus en toute l'Europe, en France, en Belgique, en Allemagne, en Suisse, partout en Europe et partout en Amérique, Inch'Allah, bi'idhnillah ta'ala. Ne venez pas seulement nous rejoindre, faites le travail là où vous êtes. Non, il y a eu des encouragements en ce sens. Il faut ajouter que ceci vient conforter des années de travail de prêcheurs qui, à l'abri de la démocratie et du libéralisme occidental, ont pu travailler en profondeur. On ne récolte que ce que l'on a laissé pousser. De ce côté-là, on a été, quand c'était la gauche, dans l'angélisme, avec les communautarismes, etc., ou quand c'était à droite, dans une espèce de lâcheté de facto, qui fait que, bon, on n'a pas fait ce qu'il aurait fallu faire. En gros, le bilan de l'Europe, il n'est pas extraordinaire. Je veux dire que nous ne sommes pas uniquement dans cette affaire
des victimes, nous sommes aussi des responsables de ce que nous subissons. Aujourd'hui, Daesh perd du terrain sur le plan militaire, mais la situation ne s'arrangera pas avec son entrée en clandestinité. Par exemple, le retour à venir en Europe d'islamistes radicaux formés au combat et à la fabrication de bombes pose déjà un immense problème aux autorités. Cela concernerait plusieurs centaines de personnes. On est face à un phénomène nouveau qui aura un impact beaucoup plus grand sur les sociétés européennes que la décennie d'avant. D'abord numériquement, comme je l'ai dit, et d'autre part, pour ce qui est de la capacité destructrice de ces jeunes qui peuvent aller très loin dans la mise à mort des autres, sans aucun sentiment de culpabilité et sans autre forme de procès. Ils peuvent tuer, si vous voulez, dans une insensibilité totale et une cruauté absolue parce qu'ils déshumanisent l'adversaire, mécréant, soi-disant, à leurs yeux. Au-delà du soutien diplomatique, des mesures sécuritaires et des opérations militaires, la solution au terrorisme radical islamique ne passe-t-elle pas par le monde musulman lui-même? Du Maghreb au Moyen-Orient, en passant par l'Afghanistan jusqu'à l'Asie, certains pensent que la solution doit venir du monde musulman. En raison du conflit entre sunnites et chiites, le monde musulman est en piteux état, à tel point qu'il pourrait aujourd'hui volontiers accueillir un mouvement des Lumières. Une nouvelle situation dans laquelle, sans abandonner sa religion, on pourrait la redécouvrir dans un contexte plus moderne et ainsi rattraper le reste de l'humanité. Aujourd'hui, les musulmans ont un sérieux problème. Ils doivent le regarder avec attention, le nommer, et surtout, ils ont besoin de le régler. Ce problème ne disparaîtra pas de lui-même. C'est une vraie question pour les croyants. Moi-même, en tant que musulman et croyant, je crois qu'il faut y faire face rapidement.